Déjà, bonjour Edouard. Bonjour. Merci d'être ici. Je vous en prie. Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire en quelques mots qui es-tu, tout d'abord? Qui je suis? Eh bien, je m'appelle Edouard Pommier, j'ai 48 ans, je suis chef de cuisine à domicile. Je suis installé depuis 18 ans sur la région nantaise. Qu'est-ce que je peux dire de plus que je suis marié, j'ai 2 enfants, voilà. Et je suis ravi d'être là. Parfait. Première question, est-ce qu'on fait des études pour être chef à domicile ou est-ce que c'est un déclic comme ça qui vient Alors on fait des études, pas pour être forcément chef de cuisine à domicile, on fait des études pour travailler dans la cuisine. Après on voit si ça se passe bien, si ça nous plaît. Et puis le fait d'être chef de cuisine à domicile, en fait c'est une petite anecdote qui m'est arrivée quand j'étais à l'école hôtelière et je me suis dit, bah voilà, il y a d'autres manières d'exercer ce métier. Plutôt que d'avoir un restaurant, forcément, de faire comme tout le monde, eh ben, voilà, il m'est arrivé une petite expérience comme ça, et du coup, ça m'est resté. Je n'ai pas fait ça tout de suite, hein, mais je me suis dit, tiens, ça serait une idée à creuser, et pourquoi pas me destiner à faire mon métier, oui, différemment, en tout cas. C'est surtout l'axe, c'est de continuer à travailler dans la cuisine, mais sous un angle différent, avec une approche différente. D'accord. Et c'était quoi cette anecdote, si j'avais L'anecdote, c'était très simple, hein, c'est que j'ai la meilleure amie de ma maman qui était un tout petit peu malade alors qu'elle organisait un dîner et qu'elle ne pouvait pas annuler parce qu'il y avait des gens qui venaient d'un petit peu loin et qui étaient déjà sur place. Et elle m'a appelé 2 jours avant le dîner en me disant « Edouard, enfin, elle avait juste de la fièvre, hein, elle n'avait rien de grave, oui. mais voilà, mais elle se sentait pas du tout aller faire le marché, tout ça, cuisiner et tout ça, et donc elle m'a demandé de la dépanner et de savoir si je pouvais m'occuper. Et moi j'avais 18 ans, et donc j'étais à l'école hôtelière, donc c'était pas glorieux, on va dire, ce que j'ai fait, mais voilà, mais je me suis appliqué, et puis je connaissais des gens dans l'assemblée, en fait, on va dire, ils étaient une dizaine, une douzaine, je sais plus exactement, et donc du coup, ben, en fait, je fais ce que je fais aujourd'hui. Enfin, j'ai fait ce que je fais aujourd'hui et ça m'a plu. Et le fait de connaître des gens, ils m'ont dit, mais c'est super d'avoir celui qui a préparé le repas et de pouvoir lui poser des questions sur ce qu'il a mis dedans, pourquoi, comment et tout ça. Et donc, je suis ressorti de ce dîner, rempli de joie, on va dire, parce que j'étais content de moi déjà, j'avais réussi le challenge et puis comme je te disais tout à l'heure, c'est que je me suis dit, ouais, il y a d'autres manières de faire ce métier que d'aller forcément manger dans un restaurant ou ouvrir un restaurant. C'est voilà. Plus intime, tu as directement l'assemblée Oui, alors après, l'approche de ce métier, en général, est complètement à part. C'est-à-dire qu'on va chez les gens, donc on change de cuisine à chaque prestation. Il faut quand même avoir un bon relationnel. Oui. Le cuisinier bourru qui veut rester au fond de sa cuisine, il ne faut pas qu'il fasse ça, parce que il faut quand même avoir un relationnel correct, on va dire. J'ai l'habitude de dire qu'on peut faire la meilleure cuisine du monde si on n'est pas sympa, avec de l'empathie pour les gens et tout ça, ça ne fonctionnera pas. Et puis à l'inverse, si on est plein d'empathie et que plein de bonne volonté, mais que la cuisine n'est pas au rendez-vous, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc il faut trouver le bon équilibre et savoir si on est fait pour ça. Et donc, voilà, parce que c'est des rencontres à chaque fois avec des gens où il faut répondre à leurs attentes, en fait. C'est parce que on fait appel à moi, pourquoi? Pour des baptêmes, des communions, des anniversaires, des pendaisons de crémaillère, des déjeuners ou des dîners d'affaires, enfin voilà, et donc les gens ont une attente, ou aussi bien sur le timing parce qu'il faut qu'ils reprennent une réunion peu de temps après, ou alors parce qu'il y a plusieurs générations à table, parce que c'est un repas de famille, et voilà. Donc voilà, il faut savoir mixer et trouver et contenter les gens et prendre soi du plaisir. Oui. C'est impératif, parce que ça va se sentir en fait pendant la prestation. Si on n'est pas content d'être là, il y a un moment, ça risque de se sentir quand même. Effectivement, ça doit être compliqué. Donc voilà. Très bien.
Qu'est-ce que tu apportes à tes clients en tant que chef à domicile, justement, parce que le fait de se sentir proche, de trouver sa place, etc. Est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce que tu as des moments de vie qui te sont arrivés? Qu'est-ce que tu leur apportes? Qu'est-ce que je leur apporte? Alors, je leur apporte déjà une facilité de pouvoir accueillir et organiser une réception en général, que ce soit un dîner en petit comité ou un déjeuner ou alors un cocktail dînatoire où il y a 30 ou 40 personnes. On va dire la démarche est la même pour eux, c'est avant tout de donner les rênes à un professionnel pour se décharger de ce côté un petit peu lourd qu'est la cuisine, et quand on organise quelque chose chez soi ou même dans un atelier d'art et qu'on veut faire un vernissage ou quoi que ce soit, ce qu'on attend avant tout d'un professionnel, c'est que il s'occupe de tout ce côté et que nous, on perd pas de temps avec ça. Donc les gens, en plus en France, il y a une culture du repas et donc c'est un moment important. Quand on invite des gens, on a envie de les satisfaire, les contenter, qu'ils repartent, voilà, ils sont heureux, ils ont bien mangé. Ça fait partie quand même dans notre pays d'éléments qui sont, quand vous faites une soirée, qui vont compter, on va dire. C'est un élément important. Et donc, on est une personne qui, si on la choisit bien, si déjà sur ce poste-là ça se passe bien, ça va faire en sorte que la soirée ou la journée ou le repas va être apprécié et donc ça va mettre tout le monde à l'aise en fait. Donc voilà, ce que je leur apporte, c'est des conseils sur le lieu, sur comment ça va s'articuler, ce qu'on peut faire, les différentes formules qu'on peut mettre en place, selon plein de choses, hein, selon la saison, la météo, selon le timing qu'on me donne. Si c'est un repas d'affaires ou un repas de famille, on n'a pas le même temps. Je vais les orienter sur le choix, qui sont les gens, quels sont leurs goûts. Voilà, j'ai plein de petites questions. En fait, quand je rencontre les gens pour la première fois, parce que je me déplace toujours avant de faire une proposition de menu. Alors, très souvent, les gens me contactent et me disent « Est-ce que vous pouvez nous faire un devis avec des propositions de menu ?» Bah non, je ne peux pas tout de suite parce qu'il faut que je voie les lieux. D'abord, c'est important, comment c'est équipé, l'espace qu'il y a, comment ça va s'articuler, l'accessibilité du lieu. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et moi, je vais conseiller les gens. Parce que j'ai l'habitude de ça et donc je vais leur dire, bah là, ça va être possible de faire ça, mais pas, par contre, si on part sur cette formule-là, ça va être plus compliqué, donc moi je ferais peut-être pas ça. Après, voilà, entre l'été et l'hiver, on n'organise pas les mêmes choses. Quand il y a un jardin, quand il n'y a pas de jardin, je peux cuisiner à la plancha ou pas, ça dépend ce qu'eux recherchent aussi. Et donc c'est toute une petite expertise comme ça, rapidement, quand je les rencontre, qui va déterminer comment on va travailler ensemble, en fait. Et puis si le feeling passe aussi. Oui. Parce que quand j'interviens pour 20-25 personnes pour un baptême, par exemple, je ne vais pas être là que 2 heures le temps du repas. C'est-à-dire que je vais venir la veille préparer, donc on va passer pas mal de temps ensemble. Oui. Donc il faut que le feeling passe bien des deux côtés. Et donc c'est vrai que ça permet aussi de se rencontrer et que l'accroche va être importante, en fait. Oui. Comme dans tous les travails, hein. Voilà, quels que soient les univers dans lesquels on officie, voilà, on rencontre des gens, ça passe pas, le feeling passe bien, et puis comme je vous disais tout à l'heure, il faut se sentir prêt à être là. Et puis voilà. C'est beau. C'était beau. Et du coup, qu'est-ce que cela t'apporte personnellement, justement, d'être à la rencontre de toutes ces personnes, que le feeling passe? Est-ce que tu as peut-être des choses qui t'ont touché, qui t'ont marqué, des anecdotes qui... Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est ça qui est hyper enrichissant. C'est le fait de sortir, de ne pas être dans un lieu où les gens viennent. Parce qu'au final, on est absorbé par tout ce qu'on a à faire et on va pas... Alors, on peut aller à la rencontre des gens un petit peu, mais au final, moi, je travaille à l'inverse. C'est moi qui vais rencontrer les gens et pour le coup, quand je viens chez eux, on a un petit peu plus de temps
pour faire connaissance, et donc voilà, et donc mon métier, si je le fais déjà depuis tant d'années, c'est que ça m'apporte quand même pas mal de choses, et justement le bonheur de faire ça, aussi parce que j'ai pas des prestations tous les jours, donc c'est vrai que c'est plus facile à appréhender, il y a moins de routine, il y a moins de... voilà, mais ça m'apporte une richesse folle, et après forcément il y a des rencontres qui sont un petit peu ouais, uniques des fois, où on rencontre des gens qui sont malades, qui sont handicapés, ou qui sont en fin de vie, et qui font appel à moi parce que c'est peut-être la solution pour, plutôt que de se déplacer ou d'aller dans un restaurant, ils vont plus s'y retrouver. Donc il y a des rencontres comme ça qui sont un petit peu touchantes, qui sont uniques. Voilà, et puis après il y a des rencontres, il peut y avoir des rencontres rigolotes aussi. Enfin, c'est fait de plein de choses comme ça, et puis après il y a du challenge aussi, il y a des fois, parce que la clientèle est mouvante, aussi bien je peux aller chez un jeune couple qui, pour un baptême justement, qui a une trentaine d'années et qui n'a pas forcément plus les moyens que d'autres, hein. Il faut pas penser que parce qu'on fait appel à un chef à domicile, que c'est hors de prix et que... voilà, c'est pas accessible, si. Après, c'est vraiment le nombre de personnes pour lesquelles j'interviens et les produits qu'on va travailler. Oui. Donc, après, voilà, et puis je vais pouvoir rencontrer aussi des gens qui sont retraités, un petit peu âgés, mais... et que les enfants vont leur expliquer que, tiens, ils ont rencontré quelqu'un qui se déplace chez les gens, et ça va leur donner une ouverture d'esprit en se disant, ah bah c'est peut-être ça la solution, en fait, si on veut recevoir les enfants à la maison, c'est de faire venir quelqu'un, et comme ça, nous, c'est plus simple, parce que quand on a 90, 100 ans, il y a des fois des... Plus compliqué. Ouais, et puis c'est surtout hormis au-delà de se déplacer dans un restaurant, c'est le temps à table qu'on passe qui est des fois un peu compliqué, un peu lourd, en fait, pour des gens qui sont âgés, de passer 3-4 heures à table, c'est... Voilà. Alors que quand on est chez soi ou dans sa famille, si on veut aller faire un petit somme pendant une demi-heure, hop, on s'échappe un petit peu, ça gêne personne, on revient, ça fait du bien, et puis hop, on se reconnecte à la journée, au déjeuner ou au dîner, enfin voilà. Et donc ça, c'est toujours des rencontres appréciables, et puis on discute, enfin moi je discute assez facilement, des parcours de vie avec des gens... qui ont des situations, qui ont eu des métiers un petit peu atypiques, voilà. Et donc, il y a des choses. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé chez un peintre qui invitait des gens, et il a reçu des gens dans son atelier, au milieu de son atelier. C'était quelqu'un qui avait 88 ans, et j'ai passé la matinée à cuisiner en discutant avec lui, avec un parcours incroyable qui avait été... il a été capté par une comment on appelle ça, une galerie d'art américaine, et donc il a eu la chance toute sa vie de travailler, pas pour l'argent, en fait, on le payait tout, et donc il m'a raconté sa vie comme ça, c'était extraordinaire, et c'était quelqu'un d'hyper touchant, c'était un monsieur, voilà, et donc j'ai passé un moment génial. Donc, et on a le plaisir de cuisiner, de passer, et eux m'ont renvoyé la balle parce que ils étaient hyper contents de pouvoir découvrir que ça se passait facilement comme ça, et le lieu était magique. Voilà. C'est beau. Et j'ai cru noter, peut-être que tu avais une anecdote concernant peut-être une personne âgée, un moment qui t'aurait touché dans ton parcours avec un dîner. Je ne sais pas si tu as cette anecdote en tête. Alors une personne âgée, oui, qui avait en fait un problème sa fille était handicapée, et elle était alitée, et elle pouvait pas organiser de repas de famille, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et pour le coup, sa fille que j'avais croisée lors d'une prestation précédente est venue me voir, et puis elle m'a dit est-ce que ça pourrait le faire, mais combien ça coûte, parce que ça va coûter, ça va être hors de prix, et tout ça, donc je lui dis non, pas forcément, et donc j'ai pu organiser cette prestation pour cette dame qui a pu recevoir ses enfants
Ça faisait, je ne sais pas, des années qu'elle n'avait pas reçu. Et sa fille a participé au repas. Elle était dans son lit, dans la salle à manger, et donc tout le monde pouvait discuter avec elle. Et donc c'était un vrai bonheur pour eux. Et donc là, c'est pas tellement le fait d'être un financier qui importe. Quand on rentre le soir chez soi, on a pu organiser, et même si on n'a pas forcément gagné beaucoup d'argent, c'est pas l'important. On a fait passer à une famille, à une personne, un bon moment, le fait de pouvoir recevoir comme ça, et parce qu'elle n'avait pas beaucoup de moyens, cette dame. Mais moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché, et donc voilà. Donc j'ai fait ça avec beaucoup d'envie et sans trop me poser de questions, en fait. Très bien. T'étais content de partager ces moments de vie avec eux et d'avoir un moment de vie. De les voir heureux, en fait. Un beau moment. En fait, la vie, elle a du sens, c'est si on donne de la joie aux gens aussi. Donc, on a de la chance en cuisine, c'est en général, on offre des moments de partage et des moments agréables autour d'une table. Donc, les gens, en général, sont dans le plaisir et dans le... comment on pourrait dire ça, sont dans c'est des moments de détente et c'est des moments de joie, de gaieté, de partage, de convivialité. Enfin, on pourrait utiliser plein d'adjectifs. Et donc, on a cette chance en cuisine de préparer, de travailler et d'œuvrer pour que les gens prennent du plaisir. Et quand on arrive à le donner à des gens auxquels on a vraiment envie et qui pensaient que ça n'allait pas être possible, eh ben, c'est d'autant plus gratifiant. Et moi, je rentre le soir chez moi, je suis content. C'est super. Donc j'ai passé un bon moment. Parfait. On va passer maintenant à une deuxième partie, un autre sujet qui fait également partie de ta profession, c'est du coup le stylisme culinaire. Mais du coup, quand tu parles de stylisme culinaire, qu'est-ce que c'est finalement Que fais-tu pour ça? Alors, le stylisme culinaire. Donc moi, j'ai découvert cette activité. En fait, j'ai été contacté par un studio photo au début, quand je me suis installé comme ça en indépendant. Alors, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation pour être styliste culinaire. Donc, moi, on m'a contacté, j'ai fait des essais, j'ai rencontré une équipe d'un photographe, d'un directeur de studio et tout ça, et ça a bien matché, ça a fonctionné. J'ai appris après sur le tas, hein. Donc voilà. Ce qu'on me demande, c'est de mettre en scène. Donc c'est de mettre en scène des produits. Après, il y a des gens qui sont là pour régler les appareils photo, les lumières, parce que ça c'est un vrai métier. Et moi je suis sincèrement, c'est pas mon métier du tout. Donc après, c'est de choisir le support, l'axe qu'on va donner à la photo, si on fait en zénithal, si on fait de 3/4, si on fait à plat, si on fait... Voilà, ça dépend ce que veut le client au final, ça dépend ce qu'on va shooter comme aliment, comme plat, parce qu'il y a des fois où on voit à peine, on est très dans l'aliment, ou alors faut être extrêmement plus large et pour voir tout l'environnement, ça dépend de ça. Donc, l'approche du stylisme culinaire par rapport à la cuisine, c'est de la cuisine parce que il faut préparer et donner envie, voilà, mais tout est axé sur l'esthétisme et le graphisme, en fait. Et donc, le goût est peu important, en tout cas. Alors, une petite anecdote, c'est que le photographe avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle François, et à qui je passe le bonjour, au début, on a vraiment rigolé parce que j'arrivais pas à cuisiner, à préparer les plats qu'on allait photographier, en fait, sans assaisonner. Et donc, quand je cuisinais, j'assaisonnais, il me disait « Pourquoi tu assaisonnes ?» Je dis parce que quand je cuisine, j'assaisonne. Il me dit « Ouais, mais on s'en fiche, on va pas les manger, hein. » Parce qu'après, on met de la laque, il y a plein d'artifices qui viennent dessus pour sublimer, en fait, l'assiette, le plat, le produit, ce qu'on veut. Et donc, on a rigolé parce que je n'arrivais pas à cuisiner sans assaisonner, alors que le goût, on n'en avait rien à faire. En fait, on peut mettre ce qu'on veut, en fait. Et donc, il y a plein de techniques comme ça à apprendre, qui ne sont pas du tout des techniques forcément de cuisine, hein. Oui. C'est des techniques d'aspect, en fait, pour donner l'impression pour tricher, voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc, la photo culinaire, peu importe ce qu'on met en place pour y arriver,
c'est le résultat qui est important et c'est voilà, ce qu'on va voir sur la page et sur la photo. Donc voilà, donc l'approche est totalement différente que de la cuisine propre que je fais tous les jours. Très bien. Mais c'est une approche qui est hyper intéressante, cela dit. Oui, effectivement, ça a l'air en tout cas. En quoi, du coup, ton activité permet-elle aux professionnels de se démarquer cette mise en scène, justement, des produits? Qu'est-ce qu'elle permet en plus que si on avait juste shooté un plat comme ça? Qu'est-ce que ça permet, le stylisme culinaire? À quoi ça sert Alors, ça sert beaucoup dans la communication, dans le marketing. Enfin, je pense que vous pouvez imaginer un tout petit peu pour des... alors, on va prendre des exemples. Par exemple, pour des sociétés agroalimentaires qui font des plats cuisinés, par exemple. Donc ils font appel à une agence de com pour justement proposer un packaging, tout ça, que ça soit vendeur, que ça soit beau et que ça donne envie. L'agence de com va prendre un contact avec un studio photo qui a un service culinaire, tac, pour prendre une jolie photo du plat cuisiné. Alors je sais pas, je dis n'importe quoi, un pavé de saumon avec une sauce cresson et un riz pilaf au citron ou je ne sais quoi. Et donc nous, notre travail, ça va être de reproduire, alors, en essayant de tricher le moins possible, parce qu'il faut quand même se caler, faut pas, j'allais dire, faut pas promettre, on peut pas mettre une assiette de 2 étoiles, de deux macarons Michelin sur la devanture, et puis quand on ouvre le sachet, franchement, la déception, si elle est trop grande, ça va pas être possible. Donc voilà, donc le but du jeu, ça va être de trouver justement le bon niveau de... donc voilà, et donc moi je vais acheter le saumon, je vais faire la sauce cresson, tout ça, je vais me rapprocher en ouvrant le produit, donc on a des produits qui nous arrivent pour qu'on voit ce que ça donne à l'intérieur par rapport à la couleur de la sauce, à la couleur du poisson, comment il est cuit, tout ça, mais par contre on va essayer d'apporter une cuisson optimale et puis une jolie présentation pour que et c'est marqué sur le produit, c'est une suggestion de présentation. Donc c'est de donner l'impression de ce qu'on peut faire avec ce produit-là, tout en sachant que quand on ouvre la poche, ce ne sera pas tout à fait ça. Ce ne sera pas tout à fait ça, exactement. Est-ce qu'on peut faire également, est-ce qu'on peut également demander tes services pour d'autres prestations? J'ai entendu notamment l'histoire du fameux Top Chef. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui peuvent être mises en place Alors, en fait, oui, parce que moi, ça me donne en fait beaucoup de liberté. Le fait de ne pas avoir de restaurant, un lieu forcément à faire vivre. Alors, il y en a pour qui ça serait problématique, en fait. C'est rassurant, en fait, d'avoir un lieu dans lequel on peut s'épanouir, s'exercer et tout ça. Mais par contre, on est presque obligé de travailler principalement, sans dire exclusivement, principalement dans ce lieu-là. Mais moi, à l'inverse de ça, c'est qu'il y a des gens qui me contactent et qui vont me proposer des choses diverses, variées, inattendues, comme ça, et je vais pouvoir choisir si j'y vais, si j'y vais pas, si la connexion avec les gens, avec le projet passe bien. Et donc, ouais, il y avait une dame qui m'avait contacté pour organiser son anniversaire, et au final, elle m'explique qu'elle voudrait organiser un Top Chef pour 40 personnes. Et alors donc, je pense pas que j'ai fait un grand sourire quand elle m'a annoncé ça, parce que déjà c'était surprenant, je m'attendais pas. Et puis après, c'est un sacré challenge pour organiser 40 personnes qui cuisinent comme ça, sous des tentes. Il faut organiser ça à l'extérieur. Enfin, c'est beaucoup d'anticipation et enfin voilà. Alors c'était génial à faire. Hein. Après coup, on est très content quand c'est fini. Oui. Un peu voilà, sans dire de stress, mais on est galvanisé, quoi, en fait, pour réussir le challenge, et que ça se passe, surtout que les gens
passe un bon moment. On sait très bien que ça ne sera pas l'émission d'M6 qui va se reproduire dans son jardin ou quoi que ce soit. Mais le but du jeu, c'est quand même que les gens passent un bon moment, s'éclatent, et puis qu'on ait bien fait son truc, et puis que voilà, les gens passent une bonne soirée. Et puis ça s'est très bien passé, et c'était super de faire ça. Donc voilà, donc après on y va pas. Ouais, ça dépend. Et donc il y a plein de projets comme ça, avec la télé, quand j'ai pu faire chroniqueur sur France 3, ça c'était une super expérience aussi, qui n'a pas pu durer à cause du Covid, malheureusement. Donc j'ai fait 6 mois d'émission hebdomadaire. Donc là c'est pareil, ça demande le fait que qu'il y ait une récurrence toutes les semaines, il y a une petite préparation, il y avait un petit challenge en plus parce que dans le studio où on tournait, alors on tournait en version directe, donc il n'y avait pas de coupure, et j'avais pas de cuisine. Et donc ça, c'était un petit peu délicat pour faire une chronique culinaire. Et donc voilà, donc fallait mettre en place des choses pour que les gens s'y retrouvent, que ça soit un peu ludique, un peu pédagogique. Et à propos de cette chronique, est-ce qu'il y avait justement des choses qui étaient un peu obligatoires à faire, des contraintes, mais aussi des challenges, peut-être des choses... Non, après c'était surtout l'approche pour moi, parce que c'est un milieu que je connaissais pas et que qu'on découvre le fait du direct, la télé. Autant j'avais fait pas mal d'émissions de radio, et la radio est assez agréable parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes. Oui. Dès l'instant où il n'y a pas le visuel, eh ben, on peut s'habiller comme on veut, on peut se coiffer comme on veut, il n'y a pas de problématique, voilà, comme ça. La télé, c'est tout de suite plus compliqué. Le fait de tourner en direct comme ça et de pouvoir tout prévoir. Après, sur le plateau, voilà, il y a un décor, il y a un temps à respecter parce que tout le monde, voilà, je ne suis pas tout seul sur le plateau. Et donc, il y a 6 minutes, il y a 8 minutes, il y a 10 minutes, on fait en une prise, on fait en 2 prises, 3 prises, ça dépend des sujets et tout ça. Et puis après, je crois que surtout, moi qui ai l'habitude de travailler souvent seul, de travailler aussi bien pour les photos ou quoi, de travailler avec des collaborateurs comme ça fait du bien aussi. Oui. Ça nourrit beaucoup, et puis le fait d'échanger et tout ça. Donc, puis c'est des petits challenges à chaque fois aussi. Mais là, c'est récurrent, c'est toutes les semaines. Donc ça revient vite. Voilà, il y a un peu forcément de stress Alors moi, je présentais pas l'émission, heureusement. Mais voilà, de bien parler, d'articuler correctement, de dire des choses avec pas trop de vocabulaire professionnel pour que les gens, quand même, on se mette à leur niveau, et voilà, et qu'ils apprennent des choses, et que ça se fasse dans la bonne humeur, et qu'on donne envie de manger aux gens, surtout. Tout à fait, c'est le plus important. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai l'impression que ton métier t'a ouvert beaucoup de portes. Est-ce que tu as eu justement dans ton parcours des moments qui t'ont marqué un peu quel a été ton parcours du coup, puisqu'on a beaucoup parlé de ta carrière actuelle, de ce pan chef à domicile, styliste culinaire et peut-être les chroniques, mais du coup, qu'est-ce qui a jalonné tout ça Alors, je pense que depuis que j'ai commencé, si on repart au tout début, c'est que l'école hôtelière a ouvert beaucoup de portes. C'est-à-dire que la chance de ne pas avoir été en apprentissage, je fais vraiment une distinction entre le fait d'apprendre son métier en apprentissage, qui en soi peut être très bien, je n'ai pas de problématique avec ça, mais on va rester fixe dans un établissement pendant 2 ans, enfin en cuisine c'est comme ça, ou en salle, en service, c'est-à-dire qu'il faut trouver un établissement qui vous accueille pendant 2 ans pour que vous puissiez passer votre diplôme, et donc vous allez à l'école et vous allez dans le restaurant. Donc voilà, et donc là on va être fixe pendant 2 ans, tout ça. L'école hôtelière, la différence c'est qu'on va avoir des stages dans tous les styles de restauration. Je suis allé en restauration collective dans un restaurant d'entreprise à Brest. Je suis allé dans un restaurant gastronomique à La Baule au Castel-Marie-Louise. Je suis allé dans une brasserie. J'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques et de voir de l'intérieur comment ça s'organise, parce que l'école hôtelière avait été choisie avec d'autres aussi plein en France. Et donc, on a pu participer à ça. Et alors là, on est dans
l'ultra collectivité, on va dire, parce que je sais pas, je pourrais vous poser, moi aussi, faire mon journaliste et vous poser des questions, mais je sais pas si vous pouvez imaginer combien de repas ils se préparent sur une journée de Jeux Olympiques quand il y a les compétitions. Mais c'est colossal parce que, oui. ben voilà. En centaines de milliers, voire... Alors peut-être pas en centaines de milliers, parce que c'est tout le monde. Non, mais tout le monde n'a pas le droit de venir. Je vous parle en fait des restaurants dans le village olympique. Ah oui, donc non, ça doit être en milliers de personnes, voilà, dizaines exactement. de milliers. Mais quand on voit toute l'organisation qu'il faut pour ça et le nombre de... Parce que tous les restaurants sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que forcément, un athlète qui a une compétition qui démarre à 7h30 le matin, il va falloir qu'il vienne manger ses petites pâtes à 2h du matin pour que ça fasse effet, nanana, enfin voilà, bref. Et donc, on faisait 45 000 repas jour. Donc c'est dans l'approvisionnement, dans la gestion des stocks, dans même les préparations et tout ça, enfin c'est colossal. Et donc moi je découvre ça quand j'ai 18 ans, enfin voilà. Et donc il y a des expériences comme ça qui font, c'était super. Et donc ça m'a emmené ce goût en fait de sans doute de vouloir vivre des choses un peu différentes, pas dans la routine. Donc voilà, donc j'ai pas envie de faire comme tout le monde en fait. Et la chance, c'est que le destin fait qu'il y a des rencontres, il y a des coups de téléphone des fois qui changent. Et là, il n'y a pas très longtemps, on m'a appelé pour un doublage dans le cinéma, sur un film qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, et donc je me suis retrouvé sur un plateau de cinéma avec deux grands acteurs, enfin acteurs et actrices très connus en France, et je leur donnais des cours de cuisine et je les conseillais, et donc au début je suis recruté pour faire doublure main. Alors, je ne savais même pas que ça existait, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, voilà, et donc j'ai pu passer 20 jours, je suis parti sur ce projet, ça ne se tournait pas très très loin de Nantes, donc ça allait. Mais voilà, pendant 1 mois et demi, immergé dans ce milieu du cinéma que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout, sur une grosse production, avec plein de gens tous les jours et tout ça. C'était un film d'époque, alors il y a des costumes et tout ça, je me suis retrouvé en redingote, et c'était assez comique. Et puis de découvrir le métier des autres, surtout. Et puis la chance de pouvoir rencontrer, en plus c'était le pompon, c'est que ce film était conseillé par Monsieur Pierre Gagnère, et donc j'ai pu passer 2 jours avec Pierre Gagnère, et donc c'était un moment oui, inoubliable, sincèrement. Et donc voilà, donc le fait de travailler tout seul, voilà, ça ouvre des portes auxquelles j'aurais jamais pensé moi avant. Parce qu'au début, quand on m'a proposé ça, je pensais que c'était une bêtise. Je vais vous parler franchement. Donc voilà, parce que j'ai un message sur mon téléphone, et donc je pense que c'est une bêtise. Et des portes du coup qui t'ont aussi mené, même pas qu'au cinéma, mais aussi à l'étranger, aussi dans d'autres expériences. Ouais, c'est ça. Après, en fait, le fait de rencontrer des clients comme ça tous les week-ends, toutes les semaines, des gens ou quoi. Il y a des gens avec qui ça accroche vraiment, il y a des gens avec qui ça accroche moins, il y a des gens qui nous touchent, il y a des gens qui nous font réfléchir, enfin voilà. Et puis il y a des rencontres des fois où la personne me retéléphone 1 mois, 2 mois, 1 an après en me disant « Mais Édouard, vous vous souvenez de moi, on s'est rencontrés à telle prestation chez telle personne ou quoi, j'ai une entreprise, on va faire un salon en Allemagne ou je sais pas où, et on aurait besoin on cherche un chef pour venir, pour inviter nos clients sur le salon pendant 3 jours, tout ça, machin. » Ouais, pourquoi pas, allez. Et puis ça m'est arrivé de refuser aussi, qu'on me contacte, et parce que très souvent, on voulait que j'y aille pour 1 semaine ou 10 jours sur des salons à l'étranger. Ça fait un peu long, et dans la logistique, c'est assez compliqué à organiser. Voilà, et puis il y a des fois, j'ai accepté. Donc, voilà, ça c'est la chance de pouvoir être indépendant et de choisir, mais comme dans tous les boulots, en fait, hein. Dès l'instant où vous êtes indépendant et que vous n'avez aucun fil lié à la patte, on va dire, ça vous permet de répondre à ce que vous avez envie ou ce qui vous donne envie. Donc, et ça, c'est une grande chance. Oui, effectivement. C'est beau, en tout cas. Et ça donne envie de monter son entreprise, ou en tout cas... oui, la finalité, on s'en rend peut-être pas compte au début, moi je me suis installé à 30 ans, voilà, j'avais aucune perception de ce qui pouvait m'arriver ou m'emmener, j'avais juste envie de faire ce métier différemment, et puis après de fil en aiguille, c'est des rencontres, voilà, on me contacte pour les photos, on m'appelle pour de la radio, on m'appelle pour la télé, enfin voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Alors,
je suis sans doute pas forcément fait pour ça. Mais ça donne des expériences et des rencontres. Et voilà, là, le cinéma que je viens de vous raconter, je le referai sans doute jamais. Oui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je l'ai fait une fois. J'ai pu être aux côtés de ces gens-là, vivre et comprendre pourquoi ils font ça. Parce que c'est des vrais métiers. Et, aussi bien de découvrir le métier de réalisateur, d'assistant, enfin, voilà, j'ai découvert plein de choses, j'ai discuté avec plein de... Parce qu'on voit tous les gens de la technique derrière, voilà, les accessoiristes et tout ça, ça court partout. Enfin, c'est assez marrant, hein, c'est unique. C'est un peu du vie ma vie finalement. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça. De découvrir un peu des backstage de métiers qu'on ne connaît pas. Mais la télé, en y participant, la radio, c'est pareil. Tant qu'on n'est pas rentré dans un studio et qu'on ne sait pas comment ça se passe, la télé, c'est pareil. Le cinéma, encore plus, parce qu'il y a plus de monde, en fait. Là, il y avait entre 50 et 60 personnes derrière tous les jours. Et donc, il faut animer, il faut faire en sorte que tout ça roule pour pouvoir tourner pas très longtemps tous les jours, en fait. Et donc ça demande beaucoup de préparation et c'est le côté artistique en fait qui est sympa de voir. Et juste avant, du coup, tu parlais de te lancer à 30 ans. Est-ce que c'est compliqué de se lancer là-dedans? Est-ce que la ligne était tracée déjà et ça a été un éclair de génie, une simplicité? Ou est-ce que justement il y a des embûches qui font que... Non, alors après, non, je pense sincèrement que... Alors, on a toujours ce réflexe de dire qu'en France, c'est plus compliqué qu'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de paperasse, parce qu'il y a beaucoup de démarches, parce que de ceci, cela. Ce qui est sans doute vrai, hein. Je ne vais pas aller à l'encontre de tout ça. Après, je pense que quand on a vraiment envie, quand on est jeune comme ça, c'est pas forcément des contraintes insurmontables. Si on veut s'installer en tant qu'indépendant à 55 ans, on a peut-être moins envie, on voit les choses différemment. Après, ça dépend surtout de la structure que vous voulez monter. Moi, en m'installant tout seul, maintenant, ils ont mis en place des structures, des statuts juridiques, des choses comme ça, qui sont malgré tout assez simples à mettre en place pour s'installer. Il y a quand même plein d'organismes qui sont là pour vous renseigner et tout ça. Alors moi je suis installé depuis 18 ans, je disais, donc je suis peut-être plus à la page là-dessus parce que je ne m'en occupe plus de ça. Mais je pense que sincèrement, alors après si vous voulez monter une structure où vous êtes plusieurs associés et tout ça, sans doute qu'il faut prendre plus de précautions, faut anticiper un petit peu plus les choses. Moi, à 30 ans, je me suis lancé dans le truc, je suis allé m'inscrire, voilà, il y avait des démarches à faire, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et puis voilà, au final, ça reste assez simple. Hein, voilà, quand on n'a pas des enjeux financiers énormes, quand on n'a pas des salariés avec leur vie et de famille et tout ça sous notre responsabilité et tout ça, bah, là, ça peut être plus inquiétant. Donc là, non, ça va. Très bien. On va pouvoir maintenant du coup passer aux questions un peu du tac au tac. D'accord. Du coup, quel est l'aliment que tu préfères cuisiner? L'aliment que je préfère cuisiner... Alors, les légumes, en général, j'aime bien. Après... c'est une question piège, ça. Parce que Plus du tac au tac, sans réfléchir. Le premier qui vient en tête. Le premier qui vient en tête, le poisson. Très bien. Ton plat préféré? Mon plat préféré, le poulet rôti. Parfait. Le lait avant ou après les céréales? Je suis pas un mangeur de céréales, alors le lait, mais le lait après. Ouais. Le lait après. Si tu étais un légume, lequel serais-tu? Je serais on va faire un peu d'originalité quand même, le topinambour. Parfait. Et l'ustensile indispensable que tu as toujours sur toi en cuisine? Ben, les couteaux, hein. Ça, on ne peut pas cuisiner si on n'a pas de couteau. Donc, un couteau et un torchon. Très bien. Une petite dernière. Si tu devais choisir un plat que tu ne pourrais plus jamais manger, mais que tu devrais toujours cuisiner à chaque personne que tu rencontres, lequel ce serait? Un plat que je peux pas manger moi, mais que je suis obligé de faire manger. Une papillote de dorade.
Pour conclure, du coup, un petit mot de la fin. Est-ce que, est-ce que tu es content déjà de ce podcast? C'est très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi, en tout cas. Ça m'a fait plaisir d'aller à votre rencontre. Et donc, on va souhaiter plein de bonheur à tout le monde et que cette année 2023 réserve plein de nouvelles recettes et que tout le monde mange à sa faim, surtout, et avec envie et plaisir. Parfait, voilà. Merci. Meilleurs vœux Merci à beaucoup. toi aussi et toutes les meilleures recettes pour cette année. Super.